Alors, il n'y a que deux personnes pour l'instant, donc voilà. On va les accueillir. On va commencer en fait par le comédien qui est là aujourd'hui. C'est Marc Lesser, évidemment. Donc, alors lui, Marc, il prête sa voix à Matt Leblanc, évidemment, donc parce que de Joey, comme vous le savez. Et donc lui, il a commencé le doublage au début des années 70, parce qu'en fait, il a participé aux Aristochats de Disney. Il faisait un gamin à cette époque-là, évidemment. Et puis quelques années plus tard, il a été également Pinocchio, le petit Pinocchio, donc dans le deuxième doublage donc de Disney. À ses débuts, il a doublé Johnny Depp dans la série 21 Jump Street, voilà. Connu également dans Buffy contre les vampires, l'acteur Nicholas Brandon. Et vous l'avez aussi entendu dans des dessins animés comme Dragon Ball Z, Sailor Moon, Tortue Ninja, et j'en passe, et j'en passe. Voilà. Je vous demande d'accueillir Marc Lesser. Alors, Mike vient d'arriver. Alors, donc Mike, évidemment, c'est la voix de Courtney Cox, en fait, de Monica, dans la série Friends. Mais c'est une grande voix du doublage, évidemment, Mike. C'est la voix habituelle de Whoopi Goldberg, de Jenna Elfman dans Dharma et Greg, d'Angela Bassett, notamment, de Madonna, même. Elle a doublé dans Dick Tracy et d'autres. Irene Cara dans Femme, pardon. Même dans un James Bond à Libéry, elle a fait la James Bond Girl. Et puis également, pour les fans de Disney que vous êtes peut-être certains, elle a doublé le rôle de Shenzi la hyène dans Le Roi Lion. Voilà. Donc je vous demande d'applaudir Maïk Dara. Et notre troisième invité, en fait, c'est l'auteur de doublage de Friends. Donc c'est un rôle très important évidemment dans la chaîne de la synchro. C'est l'auteur, parce que l'auteur, il faut quand même qu'il retranscrive les propos américains, les blagues, etc. en français. Et quand même pour faire rire les Français, c'est pas si évident que ça. Voilà, je vous demande d'accueillir Jean-Jacques Tron. Aucune importance aux fans. Quand tu as une équipe comme eux, bien sûr, bien sûr. Oui, il faut qu'on en parle d'ailleurs. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a trop d'embouteillage à Paris. Merci de nous aller. Non. Il fallait quand même fêter un peu les 25 ans. Oui. Voilà, c'est quand même quelque chose de... C'est étonnant de faire 25 ans. Voilà. Alors, on va procéder en fait en deux parties. Moi, je vais vous interroger un peu sur les grandes généralités de votre carrière, de comédien, de doublage, etc. Et puis notre ami Franck, qui est là-bas au bout de la table, qui est le grand spécialiste de Friends, que moi je ne suis pas, va vous interroger, va vous cuisiner sur Friends et son doublage. Voilà. Alors, on va commencer par Maïk. Si le micro fonctionne, voilà, très bien. Alors Maïk, dites-nous en fait comment vous êtes devenue comédienne, votre formation, etc. Alors, comme dit Marc, vous avez du temps? Non, je plaisante. Je vais aller vite. J'ai commencé par la danse classique parce que c'est ma première passion. Et c'est toujours ma première passion d'ailleurs. J'ai été petit rat au Châtelet, donc j'ai joué des opérettes de 9 ans à 12 ans. J'étais à l'école du spectacle, mais vous aussi. Voilà, on était à l'école du spectacle. Et puis je suis rentré petit rat à l'opéra pendant 3 ans. Voilà, 3 belles années de ma vie. Et à 15 ans, quand j'en suis sorti, pas par mon choix, mais c'est comme ça, tous les ans, il y en a qui restent et il y en a qui partent. Et je suis partie. Et donc j'ai pleuré pendant très très longtemps. Et j'ai repris mes cours de théâtre, je suis retourné à l'école du spectacle, enfin, j'ai passé mon bac à mi-temps au lycée Racine, et j'ai commencé à tourner à l'âge de 16 ans. Voilà, quand il y avait des rôles qui correspondaient à des ovnis, voilà. Et une amie comédienne, Christiane Lorenzo, pour la nommer,
qui faisait du doublage, m'a proposé d'assister à une séance de doublage. Donc, j'y suis allé, et puis on m'a fait passer un petit essai, et puis j'étais à l'aise parce que je m'étais déjà tous synchronisé dans les choses françaises, donc c'était la même technique que le doublage, enfin bon, bref. Donc j'étais pas du tout perturbé par cette bande rythmique et tout ça. Et ça m'a tout de suite beaucoup amusé, ça a marché, et puis comme c'est un petit milieu, et qu'à l'époque, tous les comédiens ne voulaient pas faire de doublage, à l'époque, et bien ma foi, voilà, le bouche-à-oreille s'est fait très rapidement, et puis j'ai commencé à faire pas mal de doublages, où effectivement, le physique n'intervient pas, voilà, qu'on soit gros, blanc, noir, même les noirs, ils faisaient des blancs, c'est incroyable. J'étais super contente. Et voilà, et j'ai commencé à faire du doublage comme ça, et puis de temps en temps, j'ai eu des contrats pour le théâtre, un petit peu de télé, un petit peu de... voilà. Et me suis bien amusée. À toi, Marc. Ça te convient? Très bien. On va poser la question, la même question à Marc. Alors, votre formation, donc en fait, vous, c'est comme je disais tout à l'heure, que vous avez commencé étant enfant, donc c'est encore différent. Alors, dites-nous, après, est-ce que vous avez pris malgré tout des cours En fait, moi, pour des raisons personnelles, on est revenu habiter en France, je devais avoir 7 ans, et moi, j'étais en fait au conservatoire de musique. Et j'allais à l'école des enfants du spectacle. Et à cette époque-là, à l'école des enfants du spectacle, il y avait encore des metteurs en scène qui venaient nous voir, il y avait des castings. Et j'avais pas tellement pensé à jouer la comédie. Et en fait, j'ai commencé par tourner. D'ailleurs, avec Pierre Santini, mon premier film, c'était avec Pierre Santini. Et puis, j'ai fait partie d'une petite troupe d'enfants qui faisait du théâtre. Et puis, il y avait une famille qui faisait pas mal de doublage, la famille Baudard, je sais pas si tu te souviens. Et ils m'ont branché sur un essai pour du doublage. Et en fait, c'était le chat Berlioz dans les Aristochats. Et il faut savoir que moi, je lisais pas très bien le français encore, parce que nous, on venait d'Allemagne, mes parents, ma mère était chanteuse en fait, et on la suivait dans toutes les tournées. Mais je comprenais bien l'anglais, mon père étant américain, et du coup, on me montre évidemment le dessin animé, et moi j'ai 7 ans, je vois un Disney en grand, et on me dit, tu vas faire la voix de celui-là, et j'apprends les phrases par cœur, on me tape sur l'épaule, hop, voilà, et j'ai commencé comme ça, et c'était il y a combien de temps? Voilà. Et pour Pinocchio. Alors, attends, pour répondre à ta question, pardon, je te réponds à tout de suite après. Ensuite, mais beaucoup plus tard, j'ai toujours fait de la musique, des trucs, pris des cours, tout ça. Et pour la comédie, oui, beaucoup plus tard, j'étais à Paris 8, en section théâtre, et j'ai réappris et essayé, expérimenté tout ce que je faisais en fait de façon spontanée avant. Voilà. Et Pinocchio, c'était 2-3 ans après, je devais avoir une dizaine d'années. Et en fait, on me connaissait dans le milieu du doublage. Il y en avait beaucoup moins que maintenant. C'était exceptionnel en fait de faire du doublage. Les comédiens, effectivement, n'acceptaient pas tous d'en faire. Les séries, ça n'existait quasiment pas. Un comédien qui faisait une série en doublage à l'époque, c'était... il avait décroché le comédien. Voilà. Ok, merci. Pour la faire courte. Jean-Jacques, vous, c'est carrément une carrière. C'est la carrière d'auteur, adaptateur. Alors, comment on devient auteur-adaptateur? Par hasard. Alors, mon père était alcoolique, ma mère se prostituait. C'est pas vrai, non. Non, j'ai fait pas mal de boulot. Bon, effectivement, j'ai vécu en Angleterre, je suis revenu, j'ai été interprète. Et puis la boîte dans laquelle je bossais, je fais court, parce que ça n'a vraiment pas d'intérêt. Eux, c'est vachement sympa, moi, c'est vraiment pas drôle. Et donc, j'ai arrêté d'être interprète, j'ai monté un piano-bar qui s'est bien évidemment cassé la gueule, et je suis allé pointer, et puis voilà, on m'a fait faire un stage d'adaptation, de détection, parce que ça c'est un aspect que les gens ne connaissent pas, mais que connaissent bien. La détection, c'est-à-dire qu'on codifie les mouvements de bouche de façon à être le plus synchrone possible pour eux, pour les comédiens. Et bon ben voilà, je suis arrivé à la fin de ce stage, on m'a embauché dans une boîte qui s'est mis après à faire entre autres Friends, mais j'ai commencé de façon pas trop glorieuse par amour, gloire et beauté. Et oui, mais bon, on apprend le boulot. Non, oui, il faut démarrer, puis on apprend bien le boulot, ils sont tous en gros plan. Si t'es synchrone sur amour, gloire et beauté, c'est quand même pas trop mal. Et puis voilà, ça fait 31 ans que j'en fais, et j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance d'être pris sur, et puis France 2, Canal Jimmy d'abord, et puis en fait après France 2,
se sont dit, bon, il est peut-être pas trop mauvais, on va se le garder. Mais je répète ce que je disais tout à l'heure, quand on a une équipe comme les 6 qu'il y avait là, c'était pas grand-chose. Parce que la seule chose dont je me souviens, c'est qu'ils étaient vachement sympas. J'allais sur les plateaux parce que l'ambiance était bonne. Le directeur de plateau, qui devrait être là aujourd'hui, mais qui enregistre et qui m'a dit, je te passerai peut-être un petit coup de fil, j'ai pas mon portable, donc tant pis, me disait systématiquement, et eux me disaient, venez me voir, ça t'emmerde pas si on change et qu'on met ça? Et la seule chose que je leur répondais, ce qui m'emmerde, c'est de pas avoir eu l'idée avant vous. Bon, ils étaient 6. Et j'étais tout seul devant mon truc, mais bon, ils ont amélioré fréquemment les trucs. De toute façon, on parlera avec Franck en détail du doublage Oui. de votre travail sur. Mais de façon générale, en fait, donc vous êtes arrivé au doublage par un stage, par, Oui, un peu par hasard. Oui. mais du fait quand même qu'à la base vous étiez interprète, donc vous Oui, enfin, avant j'avais fait l'idée que ça vous dit rien, mais je voulais faire, oui, mais c'était quelque chose aux vieux, pas aux jeunes. Et non, mais c'est la, non, mais c'est la Fémis, j'avais fait l'idée que je voulais être réalisateur de cinéma. Je pense que j'aurais été très mauvais quand on fait le bilan après, je pense que j'aurais été un bon réalisateur. Et il s'est trouvé effectivement que j'ai fait de l'interprétariat, puis après de ça. Et en revanche, ça, alors là, je suis vraiment ravi de faire ça, et je défends encore le doublage. Et oui, j'adore mon boulot, par hasard. Je dis par hasard, voilà. Alors, on va repasser le micro à Marc, vous êtes à côté, comme ça, c'est trop bien. Alors, Marc, en fait, on parlait de ton premier doublage, en fait, tes premiers doublages, là, étant enfant. Donc, en même temps, ça a été finalement, je parle de Pinocchio, c'était ton premier grand doublage, finalement, aussi. Oui, certainement. Ouais, c'est difficile, hein, je me souviens plus trop de la chronologie, hein. C'est vieux, hein, j'étais petit. Mais oui, c'était énorme, mais quand t'as 10 ans, t'as pas conscience de ça, c'est un jeu. Mais c'est génial parce que c'est pour ça d'ailleurs que je suis retourné après, effectivement, prendre des cours et comprendre comment ça se passait quand tu joues de la comédie. C'est qu'il ne faut pas perdre ce fil de quand on est enfant et qu'on joue. Et quand t'as 10 ans, moi j'étais très spontané a priori et très vite libéré par la technique. Je ne m'inquiétais pas de ça. Et je pense que ma compréhension de l'anglais m'aidait énormément pour choper la situation tout de suite. Comme la plupart des trucs qu'on doublait à cette époque-là étaient en anglais au niveau de la VO. Ouais. Et puis c'était impressionnant, on faisait ça dans un studio qui a malheureusement été détruit, là, qui s'appelait SPS, qui était une vraie petite salle de cinéma, avec un écran magnifique. Et moi j'ai 10 ans, je suis devant le micro et il y a Pinocchio, quoi. C'est juste un rêve. C'est une chance d'avoir participé à ça. Tu te rappelles à cette époque-là, en fait, qui dirigeait Pinocchio? Alors Pinocchio, c'était Jean-Pierre Dorat. Jean-Pierre Dorat. Et puis notre pote Montagnier était assistant monteur. Il démarrait. Et c'est lui souvent qui m'aidait à me recaler, etc. Et le tout premier, c'était un monsieur dont on ne parle plus évidemment, monsieur Epstein. Avec lui, j'étais là, Henri Epstein. Et tu te rappelles pour Pinocchio, les comédiens adultes, enfin, il y avait Claude Bertrand qui doublait au Malais. Alors moi, on n'était pas très souvent avec eux. On a beaucoup doublé. Il y avait donc Vanina Vinitsky et son frère Dimitri, si je me rappelle bien, qui était une famille de musiciens qui était aussi à l'école des enfants du spectacle, qui faisaient du doublage, et on a surtout été tous les trois ensemble. Par contre, ils nous ont mis avec Roger, donc je connais Roger qui avec Perpète. Voilà, et puis donc on a été avec Roger. J'ai dû faire des trucs avec Michel Roux aussi, mais dans Pinocchio. Et ça c'est pour les Aristochats et Vinitsky, pardon, je parlais de ça. Oui. Et en fait, on n'était pas souvent avec les adultes, donc c'est pareil. Et le Jean-Pierre Dorat, en l'occurrence pour Pinocchio, il savait en fait diriger des enfants, enfin il avait la pédagogie. Écoute, j'ai pas souvenir de quoi que ce soit. Oui, c'était. Alors on avait quand même, alors pour Pinocchio, je me souviens, on avait quand même déjà un représentant de Disney, quelqu'un que j'ai revu à Los Angeles. Après, c'était assez marrant, donc qui était là aussi pour nous aider, quoi. Et non, Jean-Pierre était très très bien. Et puis, comment dire, il y avait un truc qui a disparu, c'est qu'on avait du temps. et si tu ça explique tout. Jouer la comédie, en fait, au départ, en tout cas, moi je pense que ça prend du temps. Et pareil, le doublage. Voilà, Jean-Pierre prenait son temps, il prenait ce qu'il voulait. On n'avait pas la technologie actuelle en plus, hein. Il fallait quand même. Les boucles tournaient, donc c'est pour ça que ça s'appelle une boucle. C'est que les séquences étaient découpées en tout petites boucles. Et en fait, c'était collé et ça tournait en boucle, donc, et la scène revenait sans arrêt. C'est pour ça qu'on a gardé ce nom-là,
Mais en vrai, maintenant, les films défilent, ils sont numérisés, on voit le film dans la longueur. Et est-ce que entre le stade de l'enfance et de l'adolescence ou de plus tard, tu as toujours continué à travailler ou il y a eu un break? Alors j'ai évidemment, quand je suis devenu adulte, arrêté de tourner notamment, etc. parce que je changeais de tronche. Par contre, j'ai toujours fait de la musique sur scène, je suis chanteur, et j'ai toujours fait aussi, je faisais du café-théâtre pas mal à l'époque, et ça c'était beaucoup plus discret, moins en vue. Mais évidemment, j'ai connu, comme pas mal d'acteurs qui ont démarré enfant, une période où il fallait vivre. Je suis parti vivre aux États-Unis, je me suis, voilà. Et au niveau de la synchro, est-ce que tu te rappelles en fait, à l'âge adulte, donc, sur quoi tu as redémarré la synchro? Ça s'était jamais vraiment arrêté, mais effectivement, je pense que c'est au moment de la 5, là, il y avait eu une explosion. Moi, je revenais à peu près des États-Unis, et il y a eu tout d'un coup une sorte d'explosion de séries, de choses qui sont arrivées, et là, ils avaient besoin de gens qui avaient quand même un peu d'expérience pour en faire, et ça a redémarré certainement à ce moment-là. Alors Maïk, pareil, un peu la même question. Premier doublage, premier grand rôle à la synchro, c'était quoi? C'est difficile à... Je pense que c'est un film qui s'appelle Georgia. Et je faisais le rôle de Georgia. Et l'actrice? Alors je sais pas, il y en a peut-être qui vont aller voir sur internet, vite fait, bien fait. Je ne sais plus son nom, mais elle était super mignonne, elle était une petite brunette, pleine de pétillant, pleine de charme et tout, qui m'a beaucoup plu. Et l'histoire était très sympa aussi. Voilà, c'était une histoire avec des musiciens, justement. Et Georgia, on l'entendait beaucoup dans le film Georgia. C'est la chanson de Ray Charles ou pas? Ouais. Et c'était sur, c'est sur une bande de garçons qui jouaient et il y avait cette petite nanette qui était au milieu d'eux. Ouais, c'était tout ça amoureux. Ouais. Jodie Tellen. C'était comment? Jodie Tellen. Jodie Tellen. D'accord. Tellen. 81. Oui, vous comprenez pourquoi je le dis. Voilà, non, c'est, je pense vraiment le premier rôle que, dans mon souvenir en tout cas, qui m'avait marqué. Je m'étais vraiment, ça m'avait énormément plu. Puis bon, après, comme dit Marc, il y a eu Fame, c'était une des premières séries, je pense. Donc Falcon Crest, avec des jeunes, tout ça et tout. Et voilà. Mais je peux pas doubler dans R? R, oui, mais R. 79 R. Ça va. Vous savez mieux que nous. Alors, parmi toutes les actrices que vous avez doublées, Jean-Pierre Dorin. parmi toutes ces actrices, il y en a une que vous préférez, c'est Whoopi Goldberg, c'est une autre? Alors, il y en a plein que j'aime. Donc voilà, mais bon, Whoopi, c'est vrai que c'est une espèce de rencontre. Je suis bien obligé de l'admettre. Mais bon, après, il y a une quantité d'actrices que j'ai doublées que j'adore. C'est surtout les rôles de Whoopi qui sont sympas aussi. Donc voilà, c'est un tout quoi par rapport à Whoopi. Mais il y a plein d'autres actrices que j'ai adoré faire. Whoopi, c'est des rôles de comédie essentiellement. Ah non, j'ai doublé beaucoup de rôles dramatiques avec elle. Mais les films de Whoopi, justement, c'est surtout les rôles rigolos qu'elle a fait. Mais elle a fait plusieurs films extrêmement dramatiques. Les fantômes du passé. Oui, Les fantômes du passé, avec ou sans homme. Un autre film où elle a une tumeur au cerveau, là. Enfin, pendant tout le film. C'est pas très drôle. Non, c'est une super actrice. Mais c'est vrai que. D'ailleurs, je pense qu'elle a arrêté de tourner parce qu'elle en avait marre qu'on lui propose que d'un rôle. Ouais, le comique. Sister Act numéro. Ouais, elle n'a pas voulu, elle en a fait 2, elle a raison, parce que
Elle aurait pu en faire 15, mais je pense que les gens auraient fini par se lasser, puis elle aussi. Donc on est resté sur de bons souvenirs. Et qui avait pensé à vous pour doubler Madonna, en l'occurrence C'est Jenny Girard, oui, qui a fait beaucoup de longs métrages et qui aimait bien découvrir des comédiens, des comédiennes, leur donner des chances et tout. Et voilà, il y a cette Dick Tracy, je crois que c'est elle qui avait fait ça. Je crois que c'est dans Dick Tracy que j'ai doublé en premier. Et parce qu'elle a pensé au côté sensuel. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis au milieu, il y a les deux aussi. Non, mais je sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle a eu raison parce que moi j'aimais bien doubler Madonna. Et je pense que ça collait pas mal. Avec ta voix fluette. Quand j'avais ma voix fluette, Voilà. parce que maintenant c'est vrai qu'avec ma voix de travelot, j'adore les travelots, attention, il ne faut pas croire que je leur lance des pierres, au contraire. Hein. Mais quand on fait le bonjour monsieur au téléphone et qu'au bout d'un quart d'heure on me dit bah, je vous remercie, au revoir monsieur, je fais bon d'accord, ok, bon, mais c'est pas grave tout ça. C'est pas grave, bah oui. Gender fluid. Oui. Donc voilà. Merci. Marc, à vous, donc pareil, parmi les acteurs que vous avez doublés, est-ce que vous avez, je parle pas de Friends spécialement, mais un acteur fétiche ou un rôle que vous avez aimé doubler Ça, c'est vrai qu'on nous pose parfois la question. Pour nous, c'est difficile parce qu'on essaie de s'investir quand même à chaque fois dans ce qu'on fait. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir doublé pas mal de branques, donc que ce soit des psychopathes marrants ou pas, etc. Et oui, je sais pas. Donc c'est difficile de choisir. Il y a un gars que je doublais dans des séries qui n'est pas très connu en fait, qui s'appelle Michael Raymond James, que je doublais dans un Black Snake Moon, un film, et que j'ai redoublé dans des séries, et qui est vraiment, vraiment intéressant comme comédien. Là, on commence un petit peu à le cantonner dans des trucs de voyous, parce que voilà, il fait ça bien. Mais au tout début, j'ai doublé dans une série qui s'appelait Terrier, ce qui a vraiment fait qu'une année, et où il est mais hyper émouvant, et plein, une super palette de jeux. Donc c'est pas toujours, ce que je veux dire en fait, c'est que c'est pas toujours ce que les gens préfèrent ou ce pourquoi on est connu, que nous, c'est pas toujours ce qu'on a aimé doubler. Ah, ça veut pas dire que j'aime pas doubler Maître Blanc, hein, j'adore. Et donc, je disais tout à l'heure, à vos débuts, vous avez doublé Johnny Depp dans la série 21 Jump Street. Vous êtes déçu de ne pas l'avoir gardé Déçu, ça fait partie de notre long chemin. Et j'aurais bien aimé retenter le coup une fois, oui, parce qu'il y a des choses où j'aurais bien aimé doubler, où je pense que ça aurait pas trop mal marché. Mais nous, on contrôle pas ça. Il faut très vite évacuer cette question-là et pas trop être accroché à ça. Sinon, ça peut être très bien moralement. Et tout à l'heure, vous parliez de temps, justement. Est-ce que donc, vous faites une différence entre doubler un film ou une série maintenant et à vos débuts? Donc, moi, je trouve qu'on va plus vite, même sur les films. Enfin, il y a des très très gros films où on a plus de temps. Faut pas que je dise ça, mais en règle générale, on va quand même beaucoup plus vite. Et puis, il y a un truc, bon, on va peut-être en reparler après. Sur Friends, on était la plupart du temps tous ensemble. Et maintenant, on joue quasiment tout le temps tout seul. On peut être sur la même série tous les deux. Si on n'a pas des scènes importantes ensemble, on peut se croiser que dans le couloir, et encore. Et plus être ensemble devant le micro, je pense que pour des gens comme nous qui ont commencé il y a quand même un petit paquet de temps, c'est hyper frustrant. Justement, de ne plus donner la réplique à un camarade de jeu, ça doit être un peu perturbant, enfin, pour jouer, enfin, pour la qualité du jeu. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des choses déjà de jeu, de comédie de base. En plus, quand tu as une formation plutôt théâtrale, tout ça, ça fait bizarre de ne pas réagir à ce que l'autre te dit. Et puis après, il y a des choses techniques. Si par exemple, j'ai enregistré avant Maïk et qu'elle a un ressenti un peu différent, on n'a pas ce moment magique où on s'accorde en fait. Et elle peut être piégée parce que j'ai enregistré avant, que moi, n'ayant pas eu sa réponse, j'ai fait quelque chose qui est finalement loin de ce qu'elle ressent elle. Et ça peut créer un décalage. D'ailleurs, il y a les gens maintenant, qui ont développé la sensibilité au voix, ils peuvent très bien détecter qu'un truc les gêne. Ils vont être incapables de te dire quoi, mais ils peuvent très bien te dire « Ah, c'était bizarre cette scène ». Et ça peut venir de ça. Moi, je trouve ça très frustrant.
Maïk, au niveau de vos personnages, est-ce que vous vous effacez devant l'acteur à l'écran ou au contraire, vous injectez un peu de votre personnalité C'est du mimétisme ou c'est... Non, c'est surtout pas du mimétisme, c'est un gros piège, justement. C'est pas une imitation, encore plus gros piège. Non, il faut incarner, alors il faut aller énormément vers l'actrice qu'on double. Énormément, parce qu'il faut respecter son travail quand même. Mais après, c'est vrai que selon des sensibilités propres, par exemple, Whoopi, elle pourrait être doublée par 15 comédiennes différentes, et il y aurait 15 résultats différents. Mais par contre, oui, au côté, oui, moi je considère personnellement que oui, je m'efface. C'est-à-dire, comme le but, c'est qu'on pense, en regardant une VF, c'est qu'on pense que c'est une VO, c'est-à-dire qu'on oublie complètement le doublage. C'est sûr que plus on est dans la sensibilité, enfin dans l'autre, si je puis dire, c'est quand même un privilège pour nous les femmes d'être dans quelque chose, même un jour dans notre vie. Mais non, plus on est dans l'autre, et plus tout se mélange, et ça peut faire voilà, faut faire oublier aux gens. Souvent on me demande, mais c'est pas frustrant, vous travaillez dans l'ombre, finalement vous n'êtes pas dans la lumière. Et je dis, mais plus je suis dans l'ombre, et mieux je me porte en doublage. Parce que si on entend un doublage, c'est foutu. C'est foutu. C'est pas le but d'un bon doublage. Un bon doublage, il doit se faire complètement oublier. Et c'est ça qui est extraordinaire en doublage, c'est que d'un personnage à l'autre, d'une comédienne à l'autre, on vit des vies différentes, quoi. C'est comme quand on me dit mais comment vous faites pour aller de Whoopi à Nana, Courtney Cox, etc. Marion Cotillard, elle tourne Piaf. Après, elle va tourner un autre rôle vachement intense. Après, elle va tourner un autre rôle encore intense. Et on finit par oublier... on n'oublie pas Marion Cotillard, mais en tout cas, voilà, on croit en ce qu'elle fait. Donc, notre but, c'est de croire en ce qu'on fait déjà. Et puis, le public croit aussi au film, quoi. Vous, Marc, c'est pareil. Oui. Alors, je pense qu'on met quelque chose de personnel quand même quand on double. Mais c'est vrai que pour nous, un bon doublage, c'est quand le public ne se pose pas la question si l'acteur a joué en fait en français, en anglais, en espagnol. C'est un peu curieux en ce moment parce que les gens s'intéressent beaucoup au doublage avec les réseaux sociaux. Les gens commencent à nous connaître et ça crée un petit décalage parce qu'au départ, l'idée, j'ai jamais eu honte de faire du doublage, c'est pas le problème. Mais je voudrais pas que ça gêne les gens quand ils regardent un film, une série, de savoir que c'est Marc Lesser, c'est Maïdara, etc. Donc, faut faire attention, il y a un piège là, je trouve. Mais par contre, avec le temps, je me dis que oui, on met quelque chose de nous-mêmes aussi dans le doublage. Ça n'est pas que une... c'est pas une traduction, c'est pas... c'est plus qu'une adaptation, c'est une adaptation culturelle aussi. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de pont par notre jeu et par la voix, aussi de la narration de l'histoire qui est dans le film et dans la série. Parce qu'on n'a pas obligatoirement les mêmes codes culturels, même s'ils tendent en ce moment à se mondialiser. Et souvent le doublage, je veux dire, voilà, qui irait voir des films hongkongais qui ont eu tellement de succès s'il n'y avait pas du doublage pour faire un peu le pont. Les mangas, par exemple, c'est vraiment un exemple type de ça, quoi. Et je pense que le doublage, il ne sert pas que juste à faire une traduction bête de la VO, quoi. Avant de laisser la parole à Franck, peut-être une dernière question. Parmi tout ce que vous avez doublé de l'un et l'autre, est-ce que vous avez encore une fois peut-être à part Fraise, est-ce que vous avez un meilleur souvenir ou une anecdote
ou un travail qui a été très difficile et que vous avez apprécié, ou le contraire, que vous êtes beaucoup amusé, enfin, c'est peut-être trop difficile à se Non, souvenir. mais c'est, ouais, je sais pas. C'est peut-être Friends, Si. votre meilleur souvenir, j'en sais rien. Oh non, mais Non. je pense qu'on en a pas mal. Bah, sur Friends, effectivement, tu multiplies les situations où tu peux avoir des bons souvenirs, des anecdotes et des crises de rire, quand même. Mais non, alors un plaisir, en tout cas pour moi, voilà, c'est quand tu arrives, tu viens pour faire un essai, un casting, parce qu'on fait encore des essais, et on te dit, voilà, c'est un personnage, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelait, Herr Van Poopy Pants, je crois, un truc comme ça, professeur, et tu te rends compte que le personnage est un fou furieux, scientifique fou, et qui a un vague accent juifo-suisse allemand, ok? Et tu vois, non, que sous la torture. Et tu fais, pardon, mais il a un accent, je fais comme lui, il fait, ah oui, surtout, c'est pour ça qu'on t'a appelé. Tu fais, ok, d'accord, bah, je vais le faire, quoi. Et tu fais un truc vraiment délirant qui n'a rien à voir, hein, et c'est génial. Et après, on t'appelle, on te dit, bah, t'as été choisi, tu fais le film. Et tu passes 3 jours à faire un personnage complètement fou, c'est un dessin animé. Donc, dans Super Slip, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et merci. Et c'est génial, ça fait partie des plaisirs de notre métier. C'est que tout d'un coup, tu peux faire un truc comme ça, et ça fait un bien fou. Une dernière question pour Maïk. Donc, bon, vous avez une grande voix du doublage, parce que bon, vous avez une voix très connue. Voilà. Mais est-ce que justement, c'est pas, ça peut être un handicap dans votre carrière, comme vous avez une voix tellement connue? Est-ce qu'on a des directeurs ne font pas appel à vous parce qu'ils se disent c'est la voix de Whoopi Goldberg, c'est la voix de. Oui, Alors, je crois que c'est effectivement déjà arrivé qu'on dise un nom, oui, Maïk, mais on va trop penser tout de suite à Whoopi. Bon, tant pis pour eux. et tant pis pour moi aussi. Mais enfin, moi, j'ai franchement pas à me plaindre parce que quand je rencontre des fans de Friends, par exemple, et qui me disent mais j'ai jamais su que Monica était doublée par la même comédienne qui faisait Whoopi, et à l'époque de Friends, je faisais déjà Whoopi, et je me dis bah super, voilà, ça prouve que voilà, une voix peut avoir une identité, mais justement par rapport à ta question de tout à l'heure, d'aller vers l'actrice qu'on double, c'est vrai que comme on incarne quelque chose, la voix se transforme d'elle-même et devient quelqu'un d'autre, sans forcer, quoi. C'est juste parce que le mental intervient et le reste aussi d'ailleurs, et que la voix se transforme. Mais oui, je crois qu'on m'a déjà, oui, j'ai déjà entendu dire non, pas Maïk, tata, on entend trop en plus, c'est papy, papa. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas un handicap plus que ça. Et puis le nombre de fois où on a dit ça, puis qu'on m'a rappelé pour refaire le rôle parce que la comédienne qu'ils avaient choisie finalement ça n'allait pas. Bon, bah, ok, voilà quoi, on y revient, hein. Bon, c'est plutôt rigolo, hein, bon, mais voilà, mais ça m'a pas, non, ça me capte. Puis, non, puis il y a quand même des directeurs artistiques ou des maisons de doublage, enfin des clients qui savent qu'on est capable de bouger terriblement d'un rôle à l'autre et que voilà, on va apporter quelque chose et qu'on ne va pas nous en priver. Et quand vous avez doublé, là, je disais à Libéry dans le James Bond, ça vous a amusé d'être une James Bond girl? Bon bah oui, bien sûr ça m'a amusé, surtout quand elle sort de l'eau. Super nana. Moi j'ai jamais doublé à Libéry. Ouais, non, j'étais un peu surprise parce que je crois que je l'avais doublé pas mal dans des Spike Lee. Quand j'étais jeune. Je crois qu'elle était pas mal dans pas mal de films de Spike Lee et je la doublais dedans. Mais après je l'ai perdue. Bon, c'est comme ça. Il y a d'autres comédiennes qui l'ont doublé très bien d'ailleurs. Géraldine. Annie Millon. Annie Millon, voilà. Et elles sont très bien dessus aussi. Quand on m'a dit, bah ouais, voilà, pour James Bond,
c'est toi que je veux, bah je fais mais je savais même pas qu'il a doublé avant et tout. Voilà. Maintenant, écoutez, on va attaquer la partie Friends avec Franck. Donc, je te laisse le micro. Il y a un truc que je voulais dire avant. À l'opposé de ce qu'ils sont en train de dire, il y a une série, et ça on me l'a raconté, mais vous allez être plus au courant que moi, c'est Starsky et Hutch. Vous disiez que vous glissez dans vos personnages. Starsky et Hutch, Balutin et Lax ont créé des personnages, ont créé des blagues, et tu vas peut-être pouvoir en rajouter. Et la série, l'année suivante de la série, a été écrite différemment par les Américains, de façon plus drôle, parce que c'est Salva qui m'avait raconté ça, parce que Lax et Balutin, tu vas pouvoir en rajouter, avaient amené quelque chose d'hyper personnel. Non, mais je pense que ça n'empêche pas. On ne fait pas quelque chose qui est contraire à ce qu'il y a à l'image. Je pense que c'est contenu dans l'image. Il y a le même phénomène avec Amicalement Vôtre. Aussi. Tu vois, et je pense qu'à notre niveau dans Friends, il y a eu un phénomène du même type. Et je pense que dans la comédie d'ailleurs, c'est hyper important parce que c'est dur sur le sitcom, etc. Et je pense que dans Starsky et Hutch, d'abord, ils se tiraient des bourres entre eux, et l'idée était d'avoir le dernier mot, donc dès qu'il y en a un qui tournait la tête, il balançait une blague. En fait. Dès qu'à l'écran, tu voyais plus sa bouche, ils essayaient de balancer un scud à l'autre, en fait, pour essayer de le planter. Ils faisaient ça aussi, toute la bande, dans les Muppets, dans les Schtroumpfs, il y avait Francis Lax, Hernandez, toute cette bande-là, ils étaient vraiment hyper pointus quand ils les voyaient bosser. C'était génial à voir, il y avait Carel, il y avait Tornade, il y avait Micheline Dax, il y avait etc. Et ils étaient incroyables. Mais ça n'empêche pas que, si vous regardez bien, ce qu'ils ont amené, eux, ils ont amplifié finalement le côté relax, humour, complicité, qui était certainement dans la VO moins présente, mais elle devait quand même être là. Et ils ont juste amplifié ce côté-là. Et c'est ça, quand je veux aussi dire adaptation culturelle, je suis pas sûr que cette série, s'il l'avait fait purement comme elle était en VO, marche aussi bien en France. Parce que culturellement parlant, et c'est là où le doublage fait une sorte de pont un peu curieux. Ça se fait, comme tu dis souvent, les comédiens par intuition, par, je sais pas moi, par défi avec les copains. Par exemple, nous on a doublé avec Thierry Vermut, Emmanuel Garigeau, Christophe Lemoine et moi, donc une gentille bande de joyeux de rire, une série qui s'appelait Les Monkeys. C'était un truc qui avait été tourné dans les années 70, qui n'avait jamais été doublé, qu'on a doublé pour Arte. Et on avait un texte super, très marrant, mais la plupart du temps on a improvisé. On a fait une deuxième piste où on faisait les bruitages qui arrivaient autour de nous, mais que avec la bouche, donc c'était très curieux. Et les mecs Arte étaient morts de rire, et ça a été diffusé comme ça. Ne me demandez pas ce qui s'est passé entre nous, on se connaissait bien. On a quelque part apporté notre touche, mais ce qui a permis en fait de rendre cette série regardable en français, quoi. Oui. Phénomène curieux. Alors, si j'ai bien compris, Mike, vous jouez le rôle de Monica? C'est bien ça? Non, pourquoi? Je ne sais pas moi. Chandler. Non, en fait, est-ce que vous pourriez m'offrir une petite preuve avec une petite réplique culte que vous avez forcément en tête? Alors, toutefois, tu dois t'en souvenir. Tu rigoles. Celui qui a écrit, il s'en souvient pas. 240 épisodes. Nous aussi, hein. Nous aussi, hein. Divisé par 6. Comment tu veux qu'on se... Non, mais je pense que si tu me poses cette question, tu dois en avoir une en tête. En fait, j'avais pas du tout préparé, mais depuis tout à l'heure, je pense au chiffre 7. Mais bon, ça c'est... C'est mon chiffre en plus, dans la vie. Vous voyez à quelle référence je fais? Non. Tout en 6. Tout va quoi? 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 6, 7. Non? Non. Moi, c'était les fameuses zones... Oh, bah j'avais oublié, dis donc. Oui, non, mais de toute façon, on s'est tellement amusé sur cette série, franchement, que... non, il n'y a plus que... Ça me revient pas comme ça, mais il y en a eu plusieurs, je dirais. Et Marc, alors Moi, je sais. Marc, Joey, Joey, c'est ça? Joey? Ouais.
Moi, c'était souvent, salut, ça va toi? Bon, ça doit bien être lui. Et alors, Excuse-moi, il n'y avait pas que celle-là. Et voilà, il m'avait un peu trahi, mais j'avais trouvé ça génial sur le plateau. Parce qu'il jouait le docteur Drake Ramour, qui se sépare de. Comment elle s'appelait cette nana qui avait joué la petite? Non, Brooke. Ah, Il se sépare de Brooke et elle part. Alors moi j'avais écrit sois heureuse. Et lui, il balance sois heureuse. Et Marc, le directeur plateau, a dit on la garde. Et quand vous écoutez cette machine-là, c'est sois heureuse. Ça c'est Marc. On parle des inventions, mais ça lui allait tellement bien. Moi aussi, je vais Et pour répondre à la question que tu as posée à Maïk, moi un jour Francis Lax me dit, il y a une bonne femme dans le bus qui vient de me dire, vous voulez pas me parler comme Magnum? Et Francis lui dit, bonjour madame. Et elle lui dit, non mais comme Magnum. Il dit, bah oui, bonjour madame. Et puis ça s'est arrêté là, elle était frustrée. Et Magnum, c'est la voix de Francis Lax. Donc c'était un peu décevant. Donc tu peux dire n'importe quoi, de toute façon tu seras Monica. Voilà. bon, en réalité, j'avais reconnu la voix. Par contre, Jean-Jacques, vous avez doublé qui? Dans Friends, donc sur Friends, pas grand-chose. Non, mais bon, quand tu es sur les plateaux et qu'il manque toujours une voix pour dire Madame est servie, ou tiens, j'ai fait ça, Madame est servie, mais ou arrêtez, ou un flic, ou un truc comme ça, tu le fais, et puis voilà, j'ai jamais fait personne. Moi, j'ai jamais signé à la fin du programme. Donc, plus que ça, oui. On imagine très bien comment, on en parlera tout à l'heure, Mike et Marc travaillent. Mais du coup, vous, Jean-Jacques, qu'est-ce que vous avez fait au quotidien pour la série Friends? Expliquez-nous pratiquement ce que vous faites pour la série Friends. Alors, je reçois, au début, je recevais des cassettes, mais maintenant, après, ça se faisait sur... les enfants, des cassettes. Oui, des cassettes et un texte. Et il fallait... alors, je travaillais après une détection. Alors, une détection, c'est un type qui passe avant l'auteur et qui codifie les mouvements de bouche à l'image, de façon à ce que... Alors, je vais dans les écoles pour expliquer ça, vous parlez tous un petit peu l'anglais, et je dis, c'est mon premier point de départ, je dis, on n'est pas des traducteurs, on est des adaptateurs. Et le premier exemple que je donne, je dis, comment vous dites « bonjour papa » en américain? En américain, je précise. Alors, c'est pas « hello daddy », les Américains disent « hi dad ». Quand vous dites « hi dad », votre bouche, elle reste complètement ouverte. Et si l'auteur, il écrit « bonjour papa » sur un mec qui dit « hi dad », il peut filer sur autre chose. L'adaptation, c'est ça. C'est essayer d'amener. C'est vrai. C'est essayer de coller le moins, je ne vais pas dire le mieux possible, mais le moins mal possible sur les mouvements de bouche des Américains pour qu'ils aient des phrases dissibles et puis que ça soit synchrone, pas trop mal. Voilà, donc, alors après, je travaille, oui, j'écris, à partir de la détection, j'essaie d'écrire, de garder l'idée, mais je répète ce que je disais tout à l'heure, quand il y avait ces oiseaux-là, ils étaient 6, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Enfin, non, j'exagère. J'exagère. Nous avons énormément de respect pour les autres. Oui, c'est bien, mais... Non, mais vous ameniez, ils amènent... À 6, ils réfléchissaient. Puis l'ambiance était tellement folle qu'ils s'amenaient des idées les uns les autres, et ils repartaient, ils rebondissaient. C'est vrai. Voilà. Alors, vous parlez d'ambiance folle. Est-ce que vous êtes devenu fan de Friends comme certains d'entre nous? Ou est-ce que c'est juste resté un boulot comme un autre? Moi vous trois. Alors moi personnellement, non, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, on en parlait avec Marc tout à l'heure, je me suis pas rendu compte tout de suite que la série allait être culte. Au bout de 2 ans, c'est vrai que ça me plaisait. Non, j'aimais beaucoup. Le seul truc, c'est, je vais pas cracher dans la soupe, j'adorais faire cette série. En même temps, les contraintes que j'avais étaient énormes sur Friends. Moi, les gens maintenant, pour vous donner une idée, les auteurs maintenant, pour une série, ce qu'on appelle une sitcom, de 20 minutes, ça fait 22, les Friends, demandent en général 3 jours. Et c'est bien. J'avais 10 heures pour le faire. Voilà. On me donnait mon boulot le matin à 9h30, je le rendais à 9h30. Ce qui est une mauvaise chose, parce que on adapte du mieux qu'on peut, on essaie de trouver. Mais quand vous avez 2 jours, le lendemain, vous relisez ce que vous avez écrit, et vous vous dites, non, ça c'est un peu de la merde, je peux peut-être faire mieux. Quand vous avez 10 heures, qu'il faut rendre le lendemain matin, parce qu'eux, ils attendent derrière, c'est quand même pas bon. La vitesse... Ça fout un peu les choses en l'air. C'est un peu dommage.
Non, alors par rapport à être fan, enfin, moi je ne suis pas fan de Friends. En fait, quand tu participes à la fabrication de Friends, enfin, moi je trouve que c'est compliqué d'être fan, parce que je découvre pas les choses de la même façon. Des fois on est concentré sur des détails, tu es sur ton personnage. Nous aussi on bossait quand même vite, on en faisait 2 par jour. Hein. Ce qui était Alors, deux par jour comparé, enfin ceux qui ont parlé tout à l'heure, sur des choses plus contemporaines, ils disent 5 par jour. Vous en faisiez moins du coup. Oui, d'abord quel épisode ils faisaient, et est-ce qu'ils étaient si rôles principaux? Simpson, dessin animé. Ah oui, alors déjà c'est du dessin animé, au niveau de la synchro, c'est un petit peu plus facile, on va dire, entre guillemets. Nous on était quand même 6 à tenir l'énergie comme ça. Et non, je suis pas persuadé qu'en faire 5 par jour, ce soit une bonne idée. C'est pas bon. Ils se démerdent très bien sur les Simpsons, mais c'est pas pour ça que c'est une bonne idée. Hein. Nous, Friends, on aurait aimé, on a essayé à un moment de te dire d'en faire au moins 3 sur 2 jours, un truc comme ça. C'était quand même la plus grosse série du moment. On nous disait tout le temps que c'était la plus grosse série du moment, mais on nous donnait pas le temps, ni à toi, ni à nous, de travailler finalement comme on aurait pu. Alors, donc, je vais compléter juste une petite chose. Déjà, Jean-Jacques, il est vraiment trop humble parce qu'on avait quand même une super bonne base. Une base qui nous inspire. Franchement, on n'a pas qu'on change. De temps en temps, il y a peut-être un truc qu'on changeait parce que ça nous venait comme ça. À force de connaître l'humour de la série, que tu restituais très bien déjà dans tes dialogues. Ensuite, moi j'avais beaucoup de plaisir à y aller parce que je savais que j'allais retrouver les copains. Parce que la série est vachement sympa, il faut dire ce qu'il y a, parce qu'on savait qu'on allait se marier, même s'il fallait travailler vite, parce que 2 épisodes par jour, c'est vrai qu'on n'avait pas non plus le temps de... Voilà, hein. Mais en tout cas, j'aimais les personnages, le rapport qu'ils ont entre eux, tout ça et tout, on aimerait bien voir ça dans la vie aussi, il faut bien dire ce qu'il y a quand même. Donc c'était une partie... Moi je passais vraiment des... Il y a parfois il y a des enregistrements, on y va, on se dit... bon, c'est jamais l'usine, hein, attention, mais on sait qu'on va se faire chier pour X raisons. Friends, jamais. Moi j'étais en super... à chaque fois, et puis ça mettait de bonne humeur et tout. Et on avait une super entente, et c'est vrai qu'on travaillait ensemble, et c'était top. Maintenant, donc fan, non, parce que mes fans, quand j'allais enregistrer, oui, j'étais super content toujours d'aller enregistrer Friends. Et maintenant, c'est-à-dire, je sais pas, il y a 20 ans, c'est ça, ça fait 25 ans même. Quand je retombe sur une chaîne où je zappe et qu'il y a 6 épisodes de Friends d'affilée, n'est-ce pas, je dis, bon, allez, boum, alors je réécoute les copains, tout quand même, qui étaient quand même super tous, enfin bon, voilà. En tout cas, les premières saisons, c'était génial. Et donc, je les réécoute et tout, nanana. Et puis, je me laisse avoir, quoi. J'ai envie de voir le 2e, et puis je dis, ah putain, il y en a encore un 3e. Ah bah, je laisse. Parce que c'est gai, c'est frais, c'est rigolo, et ces personnages sont vraiment sympas. Et je comprends pourquoi les gens adorent, parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas. Tout est dans l'amitié, dans l'amour entre les couples, tout, c'est rigolo. La vie est rigolote avec Friends. Donc voilà, moi alors je peux pas dire que je suis fan, mais je suis capable de regarder 4 épisodes de Friends en me laissant avoir, parce que je trouve ça vraiment sympa, quoi. Donc du coup, ça va être le moment de la pommade. En fait, moi je suis un fan de la première heure, donc au début c'était Jimmy en VO sous-titré. Voilà, bon. Donc j'ai regardé au début en VO. On était 3-4 à regarder Friends en France, hein, enfin voilà. Et puis arrivé en 97, l'arrivée de Friends sur France 2. Et là, tout d'un coup, ça a été l'explosion. Et donc, pourquoi Friends a explosé en France? Soyons clairs, c'est grâce à vous. Voilà. C'est juste grâce à vous, c'est vous qui avez fait la popularité de la série en France. La série qui, alors, juste en parlant de record, c'est la seule série qui a été diffusée à 20h sur France 2. Il y avait une grève de journalistes. Le journal n'a pas pu se faire, on a mis Friends à la place. Voilà. C'est la seule série qui est diffusée sur 3 voire 4 chaînes de groupes différents simultanément. Et c'est la seule série qui est diffusée, donc depuis 97, ça fait 23 ans, non-stop, tous les jours, 365 jours par an, tous les jours,
sur au moins une chaîne en France depuis 23 ans. Voilà, j'en connais pas d'autres séries, donc voilà, chapeau, c'est grâce à vous tout ça. Je pense qu'on ne l'a pas gâché, la série, c'est certain. Elle va me reprocher encore mon humilité, mais il faut connaître un truc, c'est qu'elle est bonne à l'origine. C'est une excellente série à l'origine. Donc on l'a pas magnifiée, on l'a pas gâchée comme on pourrait parfois gâcher d'autres séries. Mais la série, c'est une bonne série à l'origine. Non, mais pourtant on vous a reproché des tas de choses, etc. Il y a toujours quelqu'un pour trouver le doublage mauvais, c'est normal, on en trouvera toujours. Mais quand même, ce que tu dis est vrai, c'est quand même qu'en France 2 a commencé à le diffuser en français, que le grand public a découvert cette série. Moi, je ne pensais pas qu'elle marcherait en France, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que je pensais que culturellement, c'était très américain, très new-yorkais, des trentenaires, un peu losers quand même, qui vivent ensemble, qui essaient de se démerder. Surtout Joey. Et aucune figure parentale, ça a l'air de rien, mais on voit les parents arriver qu'après. En France, quand même, on était encore dans des structures familiales, très carré-carré, etc. Cette série, avec cette légèreté dont tu parlais, en fait, il y a plein de choses nouvelles dans cette série, sous cet emballage hyper léger. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, cette série a très bien marché aux États-Unis. Et ils continuent à faire leur carrière sur la réputation de la série Friends. Jennifer Aniston, tous, ils font tous. Donc voilà, on n'avait pas intérêt à la démolir non plus cette série, parce que ça aurait été vraiment un massacre. Moi j'ai redoublé Matt Leblanc dans une série qui s'appelle Épisode, que je vous conseille, pas obligatoirement en français, vous pouvez la regarder en anglais, il est génial, évidemment. Et ce qui est génial, c'est qu'il se parodie lui-même. Il fait Matt Leblanc, qui est connu pour avoir joué le rôle de Joey et qui n'arrive plus à trouver de boulot, sauf qu'il est richissime, il vieillit bien, il a tout ce qu'il faut, une grande baraque, et il se parodie lui-même, et il est juste, mais excellent, l'écriture de la série est magnifique. Et je vous conseille ça, c'est vraiment sympa. Juste avant, il y a une autre série qui s'appelait Joey. Je ne le connais pas. Voilà. Qui la connaît? Enfin, très peu marché. Ouais. Donc, l'encyclopédie 10 ans de fret, il y a tout dedans. Je ne vais pas vous interroger. Par contre, forcément, il y a un chapitre qui est consacré à la traduction française. Et puis, il y a quelques petites affirmations qui ont été écrites. À l'époque, on glanait de l'info à droite à gauche, des rumeurs, peut-être pas vérifiées. Et donc, je vais profiter de votre présence pour avoir la vérité. Est-ce que ce qui est écrit dans le livre est vrai? Alors, la première chose, donc déjà, il y avait 2 épisodes par jour de tournée, donc ça, vous l'avez confirmé. Donc, je pose pas de questions. Donc, si j'ai bien compris, la série, elle a été doublée dans un premier temps en français. Et donc, c'était AB qui avait les droits. Et puis, quand c'est arrivé sur France 2, il a fallu refaire le doublage des épisodes déjà doublés. Alors, expliquez-moi pourquoi il a fallu refaire des trucs que vous avez déjà fait en français. Oui, moi j'ai réécrit, parce qu'en fait, moi je me souviens quand j'ai commencé ça, c'était dans Jimmy, et on m'avait demandé, il y avait des grossièretés, il y avait des gros mots. France 2, ils étaient un peu plus serrés, et les grossièretés, on nous a demandé de les virer. Donc on a réécrit, et voilà. Bon, je me souviens d'un truc, il doit y avoir certainement quelque part des cassettes collector, quand ça passait en français sur Canal Jimmy. Parce qu'en fait, Canal Jimmy l'a fait doubler parce que je crois qu'ils avaient l'obligation, pour pouvoir le passer en anglais, de faire le doublage quand même. Donc c'était en version mixte. C'est vrai que c'était très discret à ce moment-là, la sortie de Friends. Et je pense qu'il y a des trucs collector, et notamment, alors je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens qu'on a réenregistré certaines scènes, pas tous les épisodes, mais certaines scènes, parce que c'était un peu plus cru quand même en anglais. Et c'est vrai qu'on avait toujours cette difficulté-là, et Jean-Jacques avait toujours cette difficulté-là dans son écriture, d'être en même temps marrant, machin et tout, mais pas être aussi... Ils n'étaient pas vulgaires en anglais, mais ils allaient un poil plus loin parfois. Et c'était un peu compliqué. Et par contre, je me souviens très bien d'un truc que nous, c'est Curtil qui avait eu l'idée, parce qu'il faisait ça très bien. Il a sa copine Janice qui disait Oh my God! Et au lieu de faire Oh mon Dieu, évidemment, il fait quoi? Il fait Oh my God! On l'avait laissé en anglais.
Et du coup, on faisait tous Oh my God, évidemment avec un accent terrible en anglais. Et bah, ça a disparu. C'est un des trucs qu'il a fallu qu'on refasse. Il a fallu qu'on fasse Oh mon Dieu. Qui est moins synchrone. Et qui est beaucoup moins synchrone que Oh my God sur Oh my God. Dieu, c'est comme ça, exact. Et si tu veux, c'était terrible parce que c'était tellement les conneries que les trentenaires faisaient entre eux. C'était ça en fait, nous, qu'on essayait de choper. C'était d'avoir ce ton qu'on pouvait avoir dans les couloirs ou à la fac ou je sais pas où, entre potes. Cette libération, c'était ça cette série aussi. On essayait de transmettre ça. Et ça y participait, mais vraiment là-dessus, ils nous ont un peu frustrés. Mike, un commentaire, non? Rien de plus? Non, mais Marc, Oh my God, je me souviens très bien, mais je pensais qu'on continuait à enregistrer jusque... Ah ouais? C'est tellement drôle. Et nous, dans notre tête, on a gardé ça. Ouais. On a dû essayer d'en faire passer un ou deux après. Alors, Des trucs, hein, quand même. il y avait une polémique sur le titre des épisodes, parce que, en fait, les épisodes américains démarrent par The One With, c'est-à-dire celui avec. Donc, par exemple, The One With the List, celui avec la liste. Et en français, c'est traduit par celui qui, c'est-à-dire, là on parle d'une personne, on parle pas d'un épisode, on parle d'une personne. Par exemple, The One With the List se traduit par celui qui a été maladroit. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai pas fait le premier épisode, c'est mon patron de l'époque qui l'a fait, et puis qui m'a confié la série après, et je lui ai dit, The One, on met quoi? Et j'ai regardé une série l'autre jour où ils avaient trouvé un truc, c'est Platane. Qu'est-ce qu'ils mettent? Le jour où, ou je sais plus quoi. Et moi, bon, The One Where, ou The One bon. Et je me suis dit, oui, celui qui. Le problème, c'est que tous les titres font référence à des garçons et jamais à des filles. Et c'est parti de là. Le truc, c'est qu'à l'époque, les Américains n'envoyaient pas de Bible, on voyait rien, on n'avait pas de détails. Maintenant, quand on reçoit, un film c'est normal, mais une série, on a quand même un peu de détails, savoir dans quel esprit on doit partir. Et il y a Internet, ça n'existait pas. Les Ah non, Internet ça n'existait pas. Et c'est vrai que c'est parti comme ça sur une erreur que moi j'ai répété, mais c'était parti, et tous les titres font référence aux garçons et jamais aux nanas. Et ça n'a jamais changé. Et ça n'a jamais. Une fois que c'est écrit, c'était incrusté dans l'image, on ne pouvait plus le refaire. Non, c'est une connerie. Ok, alors après, donc toujours dans les traductions, dans les adaptations, justement, c'est en l'occurrence, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas une traduction stricte, et des fois il y a des incohérences. Alors, je vais prendre un petit exemple. Donc celui qui faisait de grands projets. Pour récupérer leur appartement perdu à l'occasion d'un jeu, les filles proposent aux garçons de s'embrasser sur la bouche. Et ce qui, à la fin de l'épisode, aboutit au gag où Joey dit à Ross que les filles l'ont fait ensemble. Et dans la traduction française, il est dit que les filles vont embrasser les garçons sur la bouche. Dans l'anglais, on dit les filles vont s'embrasser entre elles, alors que les filles vont embrasser les garçons. Alors, est-ce que c'est pas... Du coup, le gag, à la fin, il tombe un petit peu. Est-ce que ce genre de différence, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est parce que c'est puritain? Est-ce qu'il y a des raisons? Pourquoi on a des différences de traduction? Parce que par qui moment, changent je de suis sens. mauvais. Non, c'est fort possible, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours au top niveau. Il y a des moments où effectivement, j'ai revu un jour un épisode dans un avion et j'ai vu une blague et je me suis dit putain mais quel con t'es passé à côté, c'est pas ça que t'aurais dû écrire. Et j'ai peut-être été mauvais. Maintenant, ce que disait Marc, peut-être qu'effectivement ça pouvait être choquant que les filles s'embrassent sur la bouche à l'époque, j'en sais rien. Mais je peux accepter d'avoir fait une connerie, c'est fort possible. Je pense que c'est accumulatif. Il peut y avoir un truc qui est passé à côté, il peut y avoir un truc où nous on est passé à côté, qu'on n'a pas compris un contresens, et du coup on n'a pas corrigé, etc. Et puis parfois on a beaucoup eu certains DA, on en a eu quand même aussi parfois d'autres qui connaissaient moins bien la série. Ça peut être aussi une sorte d'autocensure. Le DA c'est le directeur. Ouais, pardon, le directeur, le chef de plateau. Et c'est vrai que, nous on bataillait pas mal pour essayer d'être proche de l'anglais, on était plusieurs à bien comprendre l'anglais, donc on essayait quand même d'éviter les contresens, tout ça. Mais encore une fois, je ne cherche pas d'excuses, mais on bossait quand même assez vite, donc parfois il faut un peu enchaîner. Et je pense qu'il y avait quand même une forme d'autocensure, de non-dit, et
et il peut y avoir de la méfiance, et plutôt que d'avoir à refaire une scène, tu vois, un petit arrangement de ce genre-là. Mais pour ce cas précis, vraiment, je me souviens plus. Après, de temps en temps, il y a des références, dans la version anglaise, il y a des références américaines qu'on n'a pas dans notre culture française, forcément. Comment vous faites pour traduire une référence américaine, de culture américaine, en France qui n'a pas cette culture? Pas possible, ça marche pas. On n'a pas la même. J'ai écrit une série qui s'appelait Jerry Seinfeld. Je me souviens, c'était Philippe Auguste qui dirigeait ça. Je lui dis, écoute, je suis pas juif, je suis pas new-yorkais, comment veux-tu que je m'en sorte? Il m'a dit, fais rire, démerde-toi. Et donc là, on adapte large. Et c'est pareil, on n'a pas le droit aux marques dans les séries télé. Il y a un épisode avec une Porsche. Le mot Porsche n'est jamais cité une seule fois. C'est une voiture de grand tour. Même pas plus Ferrari. On n'a pas le droit aux marques. On n'a pas le droit. Ils se faisaient des blagues, les Américains, des blagues américano-américaines, où ils blaguaient sur des journalistes connus ou des trucs. Alors éventuellement une référence politique, ouais, ça, là c'est plus grave, t'oses pas. Mais des références à un journaliste qui est homosexuel ou qui a la réputation d'être homosexuel. Impossible de dire Jacques Chazot, enfin non, je ne vais pas dire Jacques Chazot parce que ça parle à personne, mais de faire une référence à un mec homosexuel reconnu, déclaré en France. On risquait systématiquement d'avoir un procès. Et on me disait non, ferme ta gueule, tu n'en parles pas, trouve autre chose. Et trouve autre chose, amenant un gag identique, qui puisse correspondre à la quantité du rire qui est injecté derrière. Les rires étaient injectés quand même. Donc un petit rire, on mettait une petite blague, et un gros rire, il fallait trouver une grosse blague. Voilà, et lui, il trouvait systématiquement. Si tu l'as trouvé, tu vois. Et donc là, je retourne vers Maïk et Marc. Jean-Jacques, vous disiez qu'il faisait une bonne base de traduction, d'adaptation. En 10 heures, je sais pas comment il dit. Du coup, est-ce que vous avez drastiquement changé quelque chose dans un épisode particulier, ou est-ce que globalement ça a toujours été des petits changements? C'est vraiment compliqué d'être précis, là, vous imaginez, c'est 25 ans, quoi. On essaie de trouver des anecdotes. On a un peu oublié. Je pense que ce qu'on essayait de faire, quand on trouvait que ça c'était pas assez percutant, par exemple ce que tu avais écrit, on essayait soit sur la base de ce qu'il avait écrit d'améliorer, d'aller plus loin, et puis quand on sentait justement que ça avait été un peu trop édulcoré de goût, surtout quand au bout de quelques années, quand on avait bien nos personnages en main, on essayait de remonter d'un cran le sous-entendu salace ou le truc comme ça. Ça peut être aussi par le jeu, hein. C'est pas toujours obligatoirement les mots, parce que les situations s'y prêtaient bien. Et voilà, et je me souviens notamment d'un moment où je répare du carrelage, où il y a un balai à chiottes, et où en anglais, clairement, c'est Monica, je crois, ou Rachel qui me dit si tu répares pas. Parce que moi, j'ai pas réussi à réparer le carrelage, donc j'ai foutu le balai à chiottes en plein milieu des WC pour qu'on voit pas le trou du carrelage. Et elle me dit tu sais où tu vas. En anglais, ça veut dire tu sais où je vais te le mettre, le balai. Voilà. Et c'est sûr que tu avais dû certainement étudier un peu ce truc-là. Et nous, on en a remis une couche, et je crois que c'est passé. Oui. Ben voilà. Oui, mais moi, ça, c'est ce genre d'exemple. Moi, j'en ai pas à mon souvenir. Non, je me rappelle de ce je dois dire, tout ce que je sais, c'est que souvent, on se marrait sur le plateau. Vraiment, on se marrait, quoi. Vraiment, on se marrait. Alors, du coup, transition, vous marrez. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, vous vous mariez, donc ça, je le ressens bien en tout cas. Et là, je me dis, j'aurais bien aimé mettre la petite souris les jours où vous travaillez. Par contre... C'était très pro quand même. Hein. Oui, ça rigolait, mais... Bon, par contre, vous avez eu un moment assez noir. C'est la fameuse grève des doubleurs. Qu'est-ce que cette grève a abouti? Vous avez 3 personnes qui ont été remplacées parmi les 6 principaux. Donc Marc a été remplacé, Mike n'a pas été remplacé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment et comment vous l'avez vécu, parce que je suppose que ça a été compliqué. Est-ce que vous pourriez nous partager ça? Moi, je vais juste dire que les 2 dernières saisons ont été une galère pour moi, ok? Parce que l'équipe n'était pas là, mes copains et mes copines n'étaient pas là, il y en avait d'autres, mais rien à voir. Et j'ai vraiment été malheureuse. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails.
on va la faire courte, effectivement. Je suis désolé, effectivement, pour les copains. Je suis désolé aussi pour les gens qui aimaient notre VF, vraiment, ça. Mais il y a un moment, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai voulu aller au bout de ce que je pensais. Et, au vu de ce qui se passe 25 ans après, je me suis pas, enfin, en tout cas, je regrette pas non plus, on va dire. Voilà. Je pense que je me suis pas gouré. C'était des problèmes, on voulait... nous, on nous annonçait la 9e saison comme étant la dernière, on ne savait pas qu'il y allait avoir une 10e et quelques, quoi. Et on a voulu, comme on s'était quand même bien battu pour cette série, on n'était pas toujours content des conditions non plus dans lesquelles on l'a enregistré. C'était un peu rock'n'roll, donc on y allait quand même. On a voulu négocier quelque chose tous les 6. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est lié à plein de trucs. Pas tous les 6, Marc, pas tous les 6. Oui, tous les 3. Moi, je n'ai pas négocié. Je n'ai pas voulu négocier. Nous, on a insisté. Voilà. Et On est il y en a eu qui sont allés au bout et il y en a qui ne sont pas allés au bout. Mais je ne regrette pas pour une raison, en fait, c'est que dans ce que je disais à l'époque aux gens avec qui on discutait, c'est-à-dire surtout à B, enfin on n'a pas beaucoup discuté avec eux d'ailleurs parce qu'ils refusaient un peu le dialogue, mais on leur disait oui mais cette série va nous suivre tout le temps et on est très content de la faire, c'est magnifique d'y avoir participé, mais pour nous, en fait ça prenait énormément de place même dans notre vie et on trouvait qu'on n'était pas rétribué assez par rapport à la place que ça prenait dans notre vie. Parce que sinon, c'était 12 jours de travail dans l'année, hein, c'était pas énorme. Enfin, c'est pour ça qu'on était heureux de se retrouver d'ailleurs à l'occasion des enregistrements. Et moi, j'avais sorti le coup d'œil, je l'avais dit, cette série est un succès, et on va encore en parler dans 20-25 ans. Et nos voix sont sur des DVD, sur des trucs partout, et voilà. Mais c'est passé, c'est pas grave. Je crois que c'était nécessaire de vous laisser parler, donc je vous remercie d'en avoir parlé. Et puis, on a eu d'autres acteurs de doublage tout à l'heure qui ont parlé de choses plus récentes. Et finalement, cette négociation, ça reste toujours un problème aujourd'hui en France. Oui, voilà, c'est... Tu as parlé de la grève des comédiens. Ça, là, ce dont tu as parlé, hein. c'était pas la grève des comédiens. La grève des comédiens, elle a eu lieu en 94-95 et une qui a morflé le plus, c'est Mike. Toi, t'en as chié parce que tu avais aussi des idées bien arrêtées qui n'étaient pas appréciées par tout le monde et tu as morflé. Je pourrais citer des exemples, on va pas en citer. Mais voilà, Elle défend ses idées et elle a morflé aussi bien psychologiquement que physiquement dans cette grève des comédiens. Non, oui, mais ça, c'est encore un autre. Oui, mais c'est un autre débat. C'était pas la même chose. Tu as fait un peu le. Non, c'est vrai que non, mais je comprends d'où ça vient. Sur Internet, on a appelé ça la grève des comédiens de Friends, mais c'est pas une grève, voilà. C'est une revendication, merci. Une revendication qui n'a pas abouti. Oui, c'est ce qu'on oublie quand même, parce qu'en fait, le départ de tout ça, et de même ce qui se passe actuellement parfois, c'est que vous avez un point de vue de téléspectateurs, de fans, etc. Mais c'est aussi une industrie du doublage. Et ça permet à tous ces distributeurs, tous ces producteurs, de vendre leurs films, leurs séries, sur un territoire qui, sans le doublage, leur serait inaccessible. En tout cas, pas à ce niveau-là, je pense. Mais c'est là, pardon, et c'est là que chacun, on doit se respecter les uns les autres. Mais que moi je suis resté, et je reste encore que dans l'artistique, parce que j'estime que, voilà, je suis... Enfin, c'est pas pour ça que mes camarades ne sont pas des artistes, hein, loin de là, mais moi, je n'ai pas cet éventail de sentiments humains de sortir de l'artistique et de me mettre, de devenir... sortir de l'artiste. Je ne suis que artiste, donc c'est tout limité. Et moralité, je suis un peu moins comme ça, financièrement parlant. Je peux être comme ça humainement, comme ça artistiquement, mais pas financièrement. Mais après, attention, je respecte ceux qui sont aussi comme ça financièrement. Si tu veux, moi c'est pas tellement financier, moi je suis pas très... Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Je veux dire, moi je suis pas très revendicatif non plus, et ce qui m'intéresse au départ c'est de participer à des trucs qui me plaisent en fait, et de continuer à avoir le choix. Mais dans le cas de Friends, et d'autres séries d'ailleurs, quand tu vois le développement que ça a eu,
et les répercussions que ça a. Et quand ça prend une place dans ta vie et que tu penses que tu n'es pas rétribué en rapport à la place que ça prend, il y a un moment où tu peux te dire non, il n'y a pas de raison. Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous avez Friends dans les tripes, voilà, et que ça vous laisse pas indifférent, voilà. Donc, je vais basculer sur mes 2 petites dernières questions et après on laissera les questions publiques. Est-ce que par hasard, on vous a sollicité juste après un tournage pour raconter ce qui se passe avant la diffusion Non, bon, ça vous est arrivé qu'on essaie de glaner des informations que personne n'avait ou est-ce que c'est jamais arrivé? C'est-à-dire que si un petit peu, quand il y avait des histoires d'amour qui commençaient à se tisser, est-ce que ça va jusqu'au bout ou pas, tout ça et tout. Mais pas plus que ça. De temps en temps, oui, il y a des curieux qui tentent le coup, quoi. Qui en plus, à l'époque, maintenant, on nous fait signer des clauses de confidentialité et tout. Il faut absolument rien divulguer. Mais à l'époque, ils s'en foutaient un peu, donc ouais, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, mais bon, sans plus, quoi. Moi, ça m'est arrivé quand j'écrivais Amour, gloire et beauté. Je reconnais que c'est pas glorieux, mais on diffusait. Non, mais on commence par ça. Mais on diffusait. France 2 diffusait Amour, gloire et beauté 1 an après la diffusion en Suisse. Et j'avais une amie suissesse qui me disait ma grand-mère aimerait savoir si voilà. Alors, moi, l'épisode qui m'a fait craquer dans la série Friends, c'est l'épisode 14 de la saison 2. Voilà. Vous allez tout de suite savoir pourquoi. Ils regardent une cassette vidéo de l'époque et puis, in fine, Rachel s'approche de Ross et l'embrasse sous les applaudissements du public. Le moment où ils sortent ensemble au bout d'1 saison et demie. Vous l'avez ressenti comme moi, ce moment, ou pas du tout C'était une scène comme une autre? Moi, je suis super bon public. Hein. Oui, Alors, j'ai pas le souvenir vraiment précis, mais je suis sûr que je suis sûr que ouais, j'ai sauté au plafond de bonheur. J'ai fait ouais, yes, ça y est, oui, tout conclu. Non, mais on était tous super bons publics parce que même s'il faut être pro, qu'on fait le truc, qu'on essaye de jouer notre rôle, c'était quand même pour nous, c'était étonnant parmi tout ce qu'on doublait à l'époque d'être sur Friends, enfin les histoires, tout ce qui se nouait, c'était étonnant. D'ailleurs, souvent on ennuyait les studios d'à côté quand on arrivait parce que comme ce que je vous disais tout à l'heure, on se voyait, enfin en tout cas pour Friends, on se voyait 12 fois par an. On foutait la musique à fond dans sur du générique quand on arrivait et tous les plateaux autour étaient obligés de s'arrêter et venaient nous dire hey, bon, ça suffit les Friends, commencez à nous prendre la tête. Donc on n'est pas fans comme on disait tout à l'heure, mais on était quand même clients de ce qui se passait et vachement embarqués dans les histoires, bien sûr. Et alors, votre meilleur moment de la série? La meilleure scène, juste une, allez, une seule. Plein, mais celle qui vous vient par la tête. On aurait dû réviser. Non, mais j'ai des souvenirs. Bon, je sais pas, quand je chante, que j'ai la dinde sur la tête. Quand je mets tous mes fringues, quand j'avais une chanson, c'était quoi? Oh maman, oh papa, je suis un joli bébé, voilà, des trucs comme ça. Et puis, moi, c'est quand même un petit souvenir, c'est quand il y a eu un flashback et qu'on voyait Monica obèse. Ah ouais, on voyait Monica et ça m'a bien fait rigoler. Ça m'a bien fait rigoler parce qu'elle le jouait à fond et c'était vraiment drôle. Moi, ce que j'aimais bien, c'était Tu pues le chat, qui était... Ah, pardon. Non, mais Je vais te laisser après. Non, moi, il y a une anecdote qui m'avait fait marrer dans la série. C'est quand il regardait Baywatch. Alors, Baywatch, ça s'appelait... Voilà. Et ils couraient tous les deux, Chandler et lui, et ils mettaient leur fauteuil à bascule comme ça, et ils regardaient au ralenti le générique de Baywatch avec les filles qui couraient. On le regardait au ralenti. Avec les poitrines qui bougeaient. Voilà. Est-ce qu'on pourrait le faire maintenant dans une série, ça? Ouais, pas nous en tout cas. J'ai une anecdote qui n'est pas dans ton livre, je parie, sur Tu pues le chat. C'est que il y a, non mais je suis quasiment sûr, il y a donc ce qu'on appelle une VI,
qu'on nous donne, hein, qui est pour le mixage, avec tous les bruits, les claquements de porte, les musiques, etc. Et quand il y a des chansons de Philly, donc Michel Victoire qui improvisait ces deux gens, et ben il n'y avait pas la guitare. Et comme moi je suis musicien, j'amenais ma guitare, et c'est moi qui joue pour Michel Victoire. Et évidemment, il faut jouer faux, et pour un musicien c'est impossible. Donc je désaccordais ma guitare, je faisais des accords. J'avais vaguement vu les accords qu'elle faisait. Moi, je désaccordais la guitare pour que ça corresponde à rien. En fait, j'accordais. Donc, on faisait faux sur faux. C'est Michel, c'est un peu n'importe quoi, mais un petit peu le chat. Et voilà, donc c'est une anecdote. Non. Merci pour votre bonne humeur. Maintenant, on va laisser les questions du public. Bonjour, je voudrais poser une question à Mike Dara. Alors, je voulais vous dire que vous avez doublé très récemment une œuvre résolument originale, un moyen-métrage français qui s'intitule On s'est fait doubler, réalisé par Nicolas Ramal. Et vous avez doublé l'actrice française Laure Mademoiselle, Léa, l'héroïne de la série, qui se retrouve avec une voix française célèbre pendant la moitié de l'histoire, vu que ensuite dans la deuxième moitié, c'est Odile Schmidt qui prend le relais. Est-ce que ça a été difficile pour vous de doubler une actrice qui avait exactement les mêmes répliques que vous? Et est-ce que vous êtes bien amusé sur ce film très original? Alors, si mes souvenirs sont bons, le problème c'est qu'au début j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Alors on m'a dit prends la voix de Whoopi Goldberg. Alors déjà c'est très compliqué parce que la voix de Whoopi Goldberg c'est la mienne. Hein. Donc il fallait que je me souvienne, que je m'imite moi-même en fait. Et je me trouve pas très bonne d'ailleurs. Non, pas dans ce film. Dans ce film, non, ça aurait pu être beaucoup plus spontané. Mais donc je me suis appliqué à faire la voix de Whoopi, bon. Et je crois qu'au début, je ne l'ai pas fait avec l'image. Je crois. J'avais le dialogue et il fallait que alors on m'expliquait que ça allait être une comédienne française, voilà, nana. Enfin c'était un film français, mais qui se retrouvait avec la voix d'acteurs comme Bruce Willis, tout ça et tout, nana, moi, Whoopi. Alors je comprenais pas trop sur le moment, donc j'ai fait un truc un peu. Je crois que j'avais pas l'image au début. Alors est-ce qu'il y a c'est elle après qui a tourné avec mon rythme, ou je sais plus. Mais enfin maintenant je ferai un bien meilleur travail dessus que maintenant que j'ai vu le film monter et tout. Voilà. Bonjour Mike, je voulais savoir, parce que c'était important que je le dise, quand vous doublez par exemple des comédiennes, parfois ça vous est jamais arrivé de craquer, par exemple, quand vous avez doublé par exemple la voix de Viola Davis, voire même dans les émotions fortes, comme la couleur des sentiments, où à la fin elle est presque en train de pleurer. C'est vrai que même quand on voit le film, n'importe quelle personne regarde, on a presque envie de pleurer dans ça vous arrive jamais dans ces moments-là, parce que des fois vous avez doublé des personnages comme Whoopi Goldberg dans Les Fantômes du passé, à la fin, c'est une émotion très forte. Non, mais c'est bien sûr quand on interprète, enfin oui, c'est là ça, enfin, c'est une interprétation quoi. Bien sûr qu'on est dans le jeu et on se met à pleurer avec. Ouais. C'est aussi fort que si on tournait devant une caméra et qu'on jouait nous-mêmes le rôle, puisqu'on incarne. C'est une incarnation. Moi, je parle d'incarnation en doublage parce que vraiment, c'est une incarnation, quoi. Et l'émotion monte et si on est dans le jeu et tout, évidemment, l'émotion monte. Dans Viola Davis maintenant dans Murder par exemple, elle a un rôle absolument incroyable, mais je rentre dans des états parfois sur le plateau, je suis dans tous les états, c'est le cas de le dire, et il faut un tout petit moment après pour reprendre un petit peu de... Mais non, bien sûr on entre vraiment dans un jeu sincère et c'est très très fort. Moi c'est pour ça que je paye du doublage d'ailleurs, parce qu'on arrive à doubler des rôles qu'on ne confie pas à l'écran et c'est extraordinaire pour ça. Mais merci pour votre sensibilité. Moi donc question un peu d'ordre sociologique pour Mike Dara. J'aimerais savoir comment vous percevez le traitement des comédiens étrangers, ou dirais-je de couleur, dans le domaine du cinéma, théâtre ou autre domaine artistique.
Est-ce qu'il y avait notamment des discriminations pour les premiers rôles, sans parler des stéréotypes sociaux? Et est-ce que vous constatez à l'horizon 2020 qu'il y a eu plutôt une progression, une régression, que ça a plutôt stagné par rapport à votre parcours ou autre? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ok, merci, c'est sympa. Non, c'est vrai en plus. Moi j'ai boycotté longtemps et encore maintenant le cinéma français, ça me gave. Il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un noir, enfin si, il y a un nord-africain, il y a un nord-africain, s'il y a une négresse, il y a une négresse, si, bon, voilà. Moi ça me gave, surtout que dans le doublage notamment, bon d'accord il y a des quotas aux États-Unis pour les comédiens noirs depuis bien longtemps. Moi ça fait 40 ans que j'ai demandé, il y a 40 ans déjà j'ai demandé un quota pour les acteurs français, enfin français oui, français noirs ou pas spécialement français, mais en tout cas noirs ou nord-africains. On m'a fait l'homme. Maïk, on n'est pas aux États-Unis, on n'était pas aux États-Unis, mais ici il y a vraiment une sérieuse discrimination. Et aux États-Unis, et dans les doublages, et ça je le revendique, les films américains, ou les séries américaines, il y a des tas de comédiens typés, ils sont pas là parce qu'ils sont typés, ils sont là parce que c'est des bons comédiens, et c'est des êtres humains à part entière. Ici en France, c'est encore très codifié. Ça va mieux, parce que moi je me disais il y a encore 10-15 ans, quand il y avait, je prends un exemple, exprès bien typique, hein, où c'était par exemple une pub pour les menstruations des femmes. C'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. C'est pas si chez moi. C'est pas dans le livre non plus. Et moi je pestais en disant putain mais les petites noires, nous les noirs et tout, on a des règles aussi, c'est quoi ça, on ne voit jamais à l'écran et tout, alors qu'on parle de choses complètement universelles, et vraiment franchement ça me révolte. Ça va beaucoup mieux dans les séries maintenant et tout, on voit, c'est un petit peu plus ouvert. Mais à mon avis, c'est encore quand dans des castings, je lis type caucasien, par exemple. Bon, pourquoi type caucasien Qu'est-ce qu'il y a? Il faut être blanc. Pour faire un boulanger ou une boulangère. C'est quoi ça? Donc non, je suis encore très très remonté par rapport à ça. Ça va un petit peu mieux pour les générations de maintenant, je m'en réjouis pour elles, mais c'est pas encore gagné, loin de là. On est encore beaucoup dans le stéréotype, etc. Et moi, c'est pour ça que moi, le cinéma français, à un moment donné, j'ai dit fuck you. Je fais du doublage, j'ai dit fuck you, je le répète. Je fais du doublage, on me distribue des Madonna, des Kelly McGillis, des Michel Pfeiffer, des femmes comme ça. Parce que je suis comédienne et un être humain qui a des sentiments, je suis une femme qui a des sentiments et on me met sur des rôles comme ça parce que j'ai des sentiments humains, c'est tout, point barre. Et voilà quoi. Et je suis encore très très remontée par rapport, par rapport à cette discrimination qui est redoutable. En plus, c'est terrible pour nous dans la vie. Parce que du coup, voilà quoi, on n'est pas non plus respecté comme on devrait être respecté. Comme un être humain à part entière. Merci pour votre question. En complément de la conférence de ce matin, je voulais demander à M. Marc Gesser de nous parler un peu de Batman, des jeux Batman, qui t'a dirigé. Oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Eh bien, vous avez réuni un casting impressionnant. Oui. Il n'est pas parfait, mais c'est... Comment ça n'est pas parfait? Si, il est parfait. Je vois qu'il faut polémique, mais ça demeure une des lettres de vos jeux vidéo les plus réussies. Ouais. Donc, savoir comment vous avez composé ce casting, est-ce que vous aviez... C'est un des plaisirs quand tu es directeur artistique, justement, pour moi. C'est que c'est le choix de tes acteurs est hyper important, c'est le début de ton travail. Et c'est d'ailleurs 50% du boulot qui est fait si tu as choisi les bonnes personnes. Quand tu les retrouves devant le micro, c'est un de mes plus grands plaisirs quand j'ai dirigé Batman, c'est d'avoir, si tu veux, projeter ce qu'allait faire un acteur, parce que je les connais assez bien en général, les gens qui sont venus, et qu'il est devant le micro et qu'il fait non seulement ce que tu avais projeté, mais plus encore. Et c'est vraiment magique. Les copains sont incroyables. Il faut savoir que le jeu vidéo,
à les différences on n'a pas du tout la même technique d'enregistrement. Les comédiens sont tout seuls devant un micro, les séances durent très longtemps, ils n'ont souvent pas d'image. Donc tu es dans un exercice d'imagination et d'énergie qui... le doublage, ça peut être fatigant physiquement, mais le jeu vidéo, c'est vraiment un cran au-dessus. C'est vraiment un boulot d'athlète, honnêtement. Et parce que tu dois garder la même énergie tout le temps, toi, de ton personnage. Et c'était un plaisir de diriger ça. Après, j'ai fait ça... c'est One Again, si je me souviens bien, je crois. Ils m'ont vraiment laissé carte blanche, ils m'ont fait confiance, etc. Et non, j'avais quand même les moyens de faire une bonne VF pour la série des arcades. Carte blanche, c'est pour ça qu'il m'a pas appelé. Non, j'aurais bien aimé, tu vois. Je joue la parano, là. Non, justement, d'ailleurs, dans le jeu, on peut parler de ça d'ailleurs, parce que dans le jeu, en tant que directeur artistique, par exemple, les Américains définissent des types. Je ne sais pas trop quoi en penser en fait. C'est que tu reconnais leur personnalité ou leur rôle parfois par leur accent. C'est-à-dire que le New-Yorkais gangster, il va avoir un certain accent. Le gros black qui va péter la gueule à tout le monde, tu le reconnais tout de suite dans le jeu. C'est très stéréotypé, les VO des jeux. Et nous, en français, on ne fait pas les accents, par exemple. On ne demande jamais, ou très très rarement, de reproduire un accent, sauf si vraiment, dans le scénario, c'est obligé. Il y a un espion russe, c'est bien, il faut que ce soit bien fait, par contre. Et eux, les Américains, ils stéréotypent vachement, mais ils ont une attitude différente par rapport aux accents, aux ethnies des gens, etc., que nous. Et souvent, quand je fais un casting pour les jeux, là, ça s'est posé pour le Batman, c'est comment faire jouer un acteur qu'on comprenne si c'est un méchant, un gentil, s'il est vicieux, pervers, fou, etc., et sans rentrer dans ce stéréotype-là d'ethnie, d'accent ou de choses comme ça. Et dans les jeux vidéo, tu es souvent face à ça. Bon, en tout cas, merci, et merci d'avoir réuni la grande partie du casting de la série, notamment Piratex qui a livré un joker magistral. C'est gentil, Allô ? Alors j'aurais deux questions. Alors déjà, comment ça s'est fait la distribution sur Friends ? Les essais, etc. Si vous savez qui aurait pu être dessus à votre place. On a fait un épisode en fait. Pardon, excuse-moi. Non, pas de soucis. Vas-y. S'il vous plaît, si vous savez comment ça s'est fait, qui aurait pu être à votre place aussi dans les... Non, je ne sais pas. Je crois qu'on bossait déjà pour la Sophie, la boîte qui s'est occupée du doublage de Friends. Et écoute, Michel Salva, il avait des défauts, mais par contre, ce qu'il savait bien quand même, c'était former des équipes. Et plusieurs fois, on a vu ça sur d'autres séries où il arrivait vraiment à monter des équipes qui roulaient bien. Et je pense qu'il nous connaissait tous bien, qu'il a fait son petit truc. On a dû faire un premier épisode qui n'était pas vraiment un essai, mais que voilà quoi, pour essayer. Et puis après, rouler jeunesse. Mais on n'a pas fait de casting. Non, et on n'a pas fait de casting, et effectivement, notamment, c'est donc Michel Salva qui était le big patron, enfin le boss de la Sophie. Comme ils nous connaissent, tous les DA, enfin, lui, il n'était pas le directeur artistique, mais on se connaît tous. Et donc, il a juste réfléchi au tempérament dans la vie des comédiens qu'il a castés. C'est-à-dire, il s'est dit, tiens, Marc, ouais, il peut être sympa. Il peut faire un gogol. Il peut être sympa, c'est un bon comédien. Non, arrête. Mais c'est un bon comédien qui va s'amuser à faire le gogol, au moins, et ça va être rigolo. Après, voilà, ils ont. Et je pense qu'il a. Voilà, comme ils nous connaissaient tous très bien, il s'est dit, voilà, Michel va coller sur Phoebe, nana. Enfin, c'était gonflé de te prendre toi sur une blanche. Ah, bah oui, mais à l'époque, là, ça se faisait beaucoup, là. Ben oui, comme quoi, bah oui, moi on prenait sur des noirs. Oui, non, mais en plus, moi en doublage, j'ai eu la chance de jamais connaître cette discrimination au doublage. Franchement, jamais. Donc, comment ? Comme Nancy Allen, vous avez doublé. Nancy Allen, oui, dans Robocop. Non, franchement, maintenant, c'est plus codifié un peu parce que c'est normal, il y a tellement de comédiens et de comédiennes qui veulent faire du doublage et qui en font, que voilà, je me plains pas de faire que des comédiennes noires, mais plus personne ne distribue
à la base, sont une comédienne blanche américaine. Plus personne, parce que je travaille beaucoup aussi pour faire des comédiennes noires et qu'on se dit, bon, elle va pas tout faire quand même. Non, puis il y a trop. Pognon partout. On ne parle pas de pognon. Pardon, je déteste ce mot. Excuse-moi. On ne parle pas d'âge. Ouais. Donc, non, mais dans l'ensemble. Il y a aussi pas mal. Et la deuxième question, c'est, on n'a pas parlé trop des guests, en fait, parce qu'il y a un truc qui était super dans Friends, c'est qu'on retrouvait les bonnes voix des bons acteurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries, surtout aujourd'hui. Et du coup, est-ce que vous doubliez avec eux, notamment toi, Mike, t'as beaucoup du coup été avec Francis Lax, puisque Tom Selleck était présent une bonne partie de la série, et c'était ton amant. Donc si t'as des anecdotes, tout ça, et comment ça se passait avec les guests, s'ils faisaient ça à part, ou s'ils étaient avec vous. Ils étaient avec nous. De toute façon, on doublait d'autres choses avec eux, d'autres séries ou d'autres téléfilms. Donc voilà, mais ils enregistraient avec nous et c'était super. Ça a toujours été super sympa. Ouais, on enregistrait ensemble. De toute façon, déjà techniquement, on avait 2 pistes. Hein. À l'époque, on enregistrait tous ensemble la plupart du temps. C'était difficile de... C'est pas comme maintenant où tu peux avoir 36 pistes audio, donc voilà quoi. Mais est-ce que vous avez capté que dans Friends, il y a une scène où nous on imite Francis Lax avec Curtil? Non. Ouais, parce qu'il arrive et il vient, il nous le présente, et comme nous dans les couloirs on l'imitait tout le temps, on lui avait pas dit, et Curtil arrive et fait oui, moi je sais, et moi je fais pareil, et parce que lui il fume le cigare, et moi je me suis laissé pousser la moustache, ou le contraire, je me souviens plus. Et Francis s'est retourné vers nous, vous a fait, vous m'imitez? Elle fait bah oui, mais nous on le fait devant toi. Ça a fait marrer. Petite anecdote par rapport à Francis sur Starsky et Hutch, ils étaient tellement, les deux étaient tellement pris par leur personnage, mais Francis était très drôle parce que quand il parlait de la série, il disait ah ouais, dans Hutch et Starsky, parce qu'il fait le rôle de Hutch. Ah oui, dans Hutch et Starsky, on n'avait pas vu dans Hutch et Starsky. Et moi, j'osais pas lui dire, mais tu sais, le nom de la série, c'est Starsky et Hutch. C'était trop mignon, quoi. Voilà, c'est que pour dire qu'il y a vraiment des comédiens en doublage qui se... On est quand même investis. Qui s'investissent et qu'on fait à 300 personnes. Il nous reste 3 minutes et 4 questions. Ok, vite, attention. Oui, bonsoir. Merci déjà d'être là pour fêter les 25 ans, hein, on remet à cette série. J'ai juste 2 mini-questions. La première pour Marc, puisque moi j'ai eu l'occasion de vous découvrir à l'époque de Parker Lewis, avec le rôle de Mickey notamment, de savoir si vous en avez des souvenirs, parce que c'était une série un peu barrée aussi. C'était une série géniale, c'était un ovni à l'époque. Justement, il y a plus de séries fantaisies dans le genre. Je pense que ça a lancé un style, justement. Il y avait des effets visuels, il y avait, etc. Et puis au niveau du scénar, c'était complètement pareil. On a rajouté 2-3 petits trucs aussi, nous. C'est arrivé que ce soit poivé, tout à fait, mais ça a beaucoup été Pierre Travaux. Ouais, et c'était génial, et on était pareil, une équipe très soudée. L'équipe voilà, était vraiment très chouette. Et le truc qu'on a rajouté notamment, c'est Gilles Laurent dans la VF, quand il est dans le placard à la fin. Monsieur Ronald, Monsieur Lewis. En fait, ça, il l'a fait un jour en déconnant, parce qu'on voyait le générique. On nous foutait tout le temps dans le placard, on l'enfermait. Et ils l'ont gardé dans le mixage français. Et ça n'existe pas dans la VO. Ouais, juste dernière question pour Jean-Jacques. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez 10 heures pour écrire, adapter un épisode. Pourquoi ce mi-temps alors qu'à l'époque, justement, on avait quand même 1 an entre la diffusion anglaise et française? Mais sauf, t'as raison, mais sauf que les Américains envoyaient vraiment tout d'un coup et au dernier moment. Et on recevait 6 épisodes, il y en avait 12 à faire, on en recevait 6, et on savait... Alors, il faudrait t'expliquer les contraintes techniques qu'il y avait après, parce que maintenant, les ingé-sons, ils arrivent tout de suite à recaler les images. À l'époque, les enregistrements se faisaient sur des 16 mm. Il fallait, une fois qu'ils avaient enregistré, que les bandes magnétiques partent au remontage de façon à recaler éventuellement. C'était une étape qui n'existe plus maintenant, donc ça perdait du temps. Et en fait, j'avais une journée, je prenais mon boulot à 9h30, je le rendais le lendemain à 9h30.
Si j'avais envie de passer 24 heures, je passais 24 heures, mais enfin, de temps en temps, je mange et je fais pipi. Donc forcément, voilà. Je m'arrête trop souvent. C'est ça. Et en moyenne, oui, je mettais 10 heures. Alors, c'est un tout petit peu varié, je vais aller vite, mais il y a des épisodes où il y avait des situations comiques, et là, il n'y a pratiquement rien à foutre qu'à écrire, qu'à traduire, là, enfin, adapter. Et puis, il y a des trucs où il y avait des blagues plutôt intello ou plutôt inventer des blagues, et là je mettais plus de temps. Mais la moyenne c'était une dizaine d'heures. Avant tout, c'était pas une question que je voulais dire, c'était plutôt un remerciement. C'était un remerciement déjà aux comédiens, ainsi qu'à vous, d'être venus nous voir déjà. C'était important de le dire. Et puis en plus, merci à vous deux parce que moi, je ne vais pas, excusez-moi de parler pour moi, ma part et tout, mais je vous ai quand même mis sur Facebook. C'est même moi, je ne sais pas si vous me connaissez, Mike, là-dessus, qui avait créé le groupe Beaucoup de Visages pour une seule voix, où j'ai mis des photos et tout. C'était moi, c'est ça, ouais. C'est moi qui avais mis ça. Et je tenais à vous remercier parce que vous apportez un métier, dans votre métier, des voix magnifiques dans les films, les séries. Et puis aussi, en même temps, je voulais rendre hommage, c'est important là-dessus, c'était pour ce matin, parce que j'étais pas là pour Philippe Auguste, avec qui vous avez tourné Marc, Top et Famille. Et puis, ça n'a pas été facile, ça venait même aussi pour Medondo, avec qui vous avez beaucoup travaillé, Mike, et même aussi Pierre Latte, parce qu'il fallait le dire, ça faisait plus de 40 ans qu'ils étaient dans ce métier. Et c'est pour ça que moi j'ai créé ce groupe-là, Beaucoup de Visages pour une seule voix, parce que on voit des comédiens, mais on ne connaît même pas votre nom, on ne connaît même pas votre visage. Mais moi, je voulais les faire parler. Et je voulais les faire parler parce que c'est au cinéma, en ce moment, en France, on met toujours des grosses têtes d'affiche, mais qui n'ont aucun talent, excusez-moi de vous le dire, dans un sens. Et voilà, et puis, on devrait voir plus des gens comme vous, parce que si on ferme les yeux, on met quelqu'un avec une canne blanche, eh ben, je peux vous garantir que là-dessus, on verra, on entendra surtout les vrais comédiens. Merci. Merci à vous, merci pour votre sympathie, votre authenticité. J'ai une toute dernière question pour Mike. Le dernier épisode, le 18, 10e saison, les 2 dernières minutes, ils rendent les clés. Et en fait, moi je l'ai vu dans un bar, on était 50 dans le bar, et il y avait un silence, et les larmes coulaient auprès de tout le monde. Est-ce que vous avez eu ces larmes pendant le tournage de cette toute dernière scène de la série ? C'est-à-dire que si on avait été la même équipe, oui. Mais comme on n'était pas la même équipe, non, je n'ai pas ce souvenir. Merci. Mais je l'aurais certainement lu avec mes camarades. Merci à vous.